Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. La planète est encore assez vaste et assez riche pour le nombre de ses habitants. Mais il y a un grand péril en la demeure, c'est que les appétits de l'homme sont devenus des besoins impérieux que rien n'enchaîne, et que si ces besoins ne s'imposent pas dans un temps donné une certaine limite, il n'y aura plus de proportion entre la demande de l'homme et la production de la planète. L'homme a besoin de l'Éden pour horizon. Je sais bien que beaucoup disent « après nous, la fin du monde ». C'est le plus hideux et le plus funeste blasphème que l'homme puisse proférer. George Sand, Impressions et souvenirs, c'est un texte que vous connaissez bien, Camille Etienne. Bien sûr. Que vous lisez souvent, que vous aimez, parfois avec de la musique, un pianiste. Est-ce que, Camille Etienne, vous avez peur de la fin du monde ? C'est une bonne question. Je ne crois pas que je crois au grand soir. Il y a plein de fins, y compris la nôtre, qui est d'abord la plus égoïstement terrifiante, mais elle fait partie de l'existence. Donc, je dirais que moi, ce qui me terrifie plus, c'est aujourd'hui, maintenant, l'abîme dans lequel certains et certaines sont projetés. Ce qui me fait plus peur, en réalité, ou qui me met plus en colère, puisque la peur, c'est de la colère, de l'injustice. C'est très simple, en fait, c'est profondément humain, mais c'est juste de voir, quand je discute avec des amis activistes qui vivent sur des îles du Pacifique, parce qu'on travaille ensemble sur les fonds marins, qu'elles me disent, en fait, moi, dans le temps de ma vie, je vais sûrement voir disparaître mon pays entier sous les eaux. Ça crée chez moi une grande colère que j'essaie de transformer ensuite en élan. Et la peur, j'ai démarré là-dessus parce que vous en parlez souvent dans votre livre Pour un soulèvement écologique, au Seuil. Vous dites ici, pour sortir de l'impuissance, il fallait justement repenser la peur, une peur lucide des enjeux majeurs. Et si le remède à notre impuissance était la peur, seule la peur partagée peut permettre une union. Il nous faut avoir peur du vide. Enfin, j'y reviendrai sur cette phrase, mais c'est-à-dire que vous assumez la peur et vous dites même elle est utile. En fait, ce que je dis, c'est que je souhaite pas faire advenir des émotions. C'est simplement que des émotions qui nous traversent, pour moi, dans émotion, il y a le mot mouvement, et ça vient de là d'ailleurs. Et donc, c'est de se réapproprier ces émotions, c'est-à-dire d'en faire des alliés. Et ce que je regrette, c'est que on a vu fleurir avec le capitalisme aussi une récupération de ces émotions pour qu'elles soient reléguées du côté de l'intime. Il y avait un livre qui était sorti sur ça de Camille Test, une autre Camille qui parlait de politiser le bien-être parce qu'elle montrait que justement il y avait cette injonction à aller bien, à sourire à la vie, et peu importe si on a 3 boulots à faire pour payer notre loyer, c'était notre faute si on était malheureux, si on avait peur. Donc il y avait cette injonction à aller bien, à prendre soin de soi de manière très égoïste et individualiste. Et en fait, ça c'était juste un des symptômes, mais qui fait qu'on s'est coupé de nos émotions, et principalement le on. Je parle là des sphères de pouvoir. Il y a des liens évidents à faire avec le patriarcat, bien sûr, hein. C'est qu'on dit d'ailleurs même souvent d'un homme qui soit présidentiable parce qu'il est capable de se mettre à distance de ses émotions. On attend de lui qu'il ait une forme de froideur. Et ça, c'est principalement moi ce qui me terrifie plus. C'est-à-dire de voir que ceux qui ont les 2 mains sur le gouvernail, qui gouvernent, sont coupés de leurs émotions. Il y a un livre qui s'appelait 0 degré d'empathie et qui montrait justement avec tout un tas d'études neurologiques que en fait, dans ces sphères de pouvoir-là, petit à petit, vu qu'on ne cultivait pas notre empathie, on en était de plus en plus dépourvus. Et c'est ce qui mène au fait qu'on ait des décisions qui soient complètement coupées de l'impact de ces décisions, de qui va payer le prix sur leur corps de ces décisions, sur leur vie de ces décisions. Et donc, travailler sur les émotions, pour moi, c'était aussi être capable de dire... ces sphères de pouvoir utilisent le fait que les émotions sont vues négativement, parce qu'aussi il y a quelque chose de très viril dedans, hein. On tire les femmes loin du pouvoir, et donc les femmes sont associées à des gens qui ont peur, qui sont hystériques, trop de joie, trop d'émotions fortes. Et donc les réapproprier, c'était un acte politique pour dire on doit sortir de l'intime. Ces émotions-là, elles sont légitimes, notre colère est légitime, notre peur est légitime. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait collectivement ? Comment est-ce qu'on dirige, pour finir, comment est-ce qu'on dirige ces émotions vers l'objet qui les a fait naître ? La peur, c'est une angoisse quand elle n'a pas d'objet. Alors qu'en réalité, nous, on n'est pas seulement angoissés, on a peur pour des raisons tout à fait légitimes. Et donc, si on est capable de reconnaître ce qui crée notre peur, on peut agir dessus. Alors cette question de la peur est en fait très importante parce que il y a eu un livre fondateur de la pensée écologique de Hans Jonas, Le principe responsabilité, dont toute une partie du travail de ce grand philosophe était de parler de l'heuristique de la peur. Alors heuristique, c'est un mot compliqué qui veut dire, je crois, la façon d'accéder à la vérité. Et il disait la peur, dans la civilisation technologique dans laquelle nous sommes maintenant plongés, est un moyen
de nous faire percevoir la réalité de ce qui est en train de se passer, et donc d'éviter en quelque sorte le pire. Oui, complètement. Il y a cette idée aussi de réaliser aujourd'hui, pour moi, elles sont agitées. Il y a des paniques morales. D'ailleurs, on voit avec la montée de l'extrême droite que on crée des fausses peurs, de la peur de l'autre, de la xénophobie, pour se prétendre être le seul capable de répondre à ces peurs qu'on a nous-mêmes créées. Ça, c'est la technique pour moi de l'extrême droite et qui commence à être prise d'ailleurs même par ce gouvernement. Et donc il y a une vraie posture à dire il y a des vraies peurs grandes qui ne sont pas des petites paniques morales qu'on agite, qui sont des peurs existentielles, proprement existentielles, et qu'il faut qu'on soit capable qu'elles soient un peu plus à la hauteur du danger. Et se les approprier et être capable de les dire et de les défendre politiquement, c'est un geste politique. Ça veut aussi dire mieux s'y préparer. Je pense souvent à l'exemple du feu, mais si ce studio d'enregistrement peut prendre feu, si on n'avait pas du tout peur jamais du feu, il n'y aurait pas d'issue de secours, il n'y aurait pas d'extincteur et on ne serait pas capable de savoir comment réagir. D'ailleurs, je regarde si on a. En fait, il n'y a pas d'extincteur, mais la porte est juste à côté, on peut partir. Non, mais et donc... Ouais. En fait, on n'aurait pas des capacités, nous on ne se serait pas formés pour savoir comment faire au cas où il y a un incendie, et donc on pourrait gêner les pompiers, on pourrait ne pas être à la hauteur. Pablo Servigne en parle d'ailleurs dans un livre qu'ils ont fait, c'est l'effondrement expliqué aux enfants, et qui est ressorti au Seuil aussi, et qui prenait cette métaphore que je trouvais très forte. Donc voilà, il y a cette idée en effet que, c'est Gunther Anders qui parle de ça, que nos peurs ne sont pas à la hauteur des objets qu'on a créés. Et que lui, il étudiait alors évidemment la menace nucléaire, il travaillait aussi sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais en fait, il dit que on peut faire la différence entre la mort, par exemple, de un proche et de 10 proches, mais entre 100 000 personnes et 200 000 personnes. En fait, c'est au-delà même de notre capacité émotionnelle. Elle est trop petite pour les objets qu'on a créés qui ont, eux, la capacité de détruire au-delà même de l'entendement. La peur, c'est plus grand que l'éco-anxiété ? C'est une bonne question. Pour moi, la peur, c'est ou peut-être plutôt, l'éco-anxiété, elle est comprise dans la peur, je dirais plutôt comme ça. L'éco-anxiété, c'est quelque chose dont je me méfie aussi de la manière dont on le traite, parce que ça peut être repris dans l'idée de tenir à distance de l'action. Et ça peut être un outil très puissant pour dépolitiser le débat. C'est-à-dire que j'ai vu au moment où ce terme est sorti, la reprise médiatique qui en avait été faite, c'était souvent de dire « Nous avons donc une génération de jeunes gens paniqués qui ne veulent plus faire d'enfants, et donc il s'agirait peut-être d'être un peu plus raisonnable, il utilisait le mot raisonnable à dessein, et pour moi c'était en rien raisonnable ce traitement, mais de la manière dont on va traiter le dérèglement climatique et la chute de la biodiversité. Et donc, c'était faire de l'écologie positive, parler des solutions, mettre en avant les quelque chose qui avançaient dans le bon sens. Et pour dire, en fait, si on fait trop peur, comme si l'idée c'était de faire peur, non, une peur, les gens sont responsables de leurs sentiments. On ne peut rien créer chez d'autres. Ils sont responsables de comment ils perçoivent une information qui est d'ailleurs proprement terrifiante. Et donc, l'éco-anxiété, je trouve, a servi de recul parfois sur ces sujets. Il y a une forme de backlash, on pourrait dire même. Ce terme a été utilisé pour dire « Oulala, attention, tenez vos enfants un peu loin de l'action aussi, pour qu'ils prennent soin d'eux, parce que regardez, sinon ils sont trop angoissés. Ou alors coupez les informations. Ou alors désabonnez-vous des médias qui parlent que d'infos anxiogènes. » Comme si... Mais en fait, c'est un luxe pour moi, c'est une fuite très lâche que d'être capable de se dire « Le monde est terrifiant, je choisis de fermer les yeux parce que je dors mal le soir. » C'est une position presque individualiste. Individualiste, très égoïste et puis très privilégié. Quand on a des inondations qui arrivent devant notre maison, quand on a des membres de notre famille qui meurent d'une canicule, qui ont des cancers à cause des produits phytosanitaires, on peut pas dire « Ah non, ça n'existe pas parce que je décide que ça me fait trop peur, donc j'annule une réalité. » Elle est là et elle est terrifiante. Et être capable de la voir, c'est justement l'anticiper et y répondre de manière ambitieuse. Parce que pour vous, la peur n'est pas paralysante. Je cite une autre phrase de votre livre. « Il nous faut avoir peur du vide pour ne pas nous y plonger à corps perdu. Le vertige seul nous protégera. » Alors je crois que cette phrase, elle vient aussi du fait que vous êtes d'une famille montagnarde, que vous avez l'expérience, sinon de l'alpinisme, du moins de randonnée. Enfin, ça vous savez mieux que moi. Qu'est-ce que je relis la phrase. Le vertige seul nous protégera. Pourquoi ? Parce que le vertige, c'est justement ce qui nous permet de ne pas avoir envie de plonger dans ce vide. C'est la même manière quand on a peur du... Le vide est attirant. Moi, je n'ai pas fait de montagne. Une fois, on peut... Le vertige, effectivement, cette sensation étrange que on n'ose pas regarder en bas, parce que si on regarde en bas, on est terrorisé à l'idée de tomber, mais en même temps... En même temps, on a envie d'y aller. C'est ça qui est très bizarre. Vous avez eu cette expérience Ah oui, moi j'ai beaucoup le vertige.
C'est d'ailleurs vraiment un comble en venant d'une famille d'alpinistes. Mais j'ai vraiment le vertige. Non, je me fais beaucoup violence dès que je fais l'escalade et tout ça. D'ailleurs, c'est intéressant même parce que je vois qu'on peut apprendre à l'apprivoiser. Et en fait, le vertige, c'est que ce qui nous fascine nous terrifie aussi. J'ai ça avec l'océan aussi. Je suis sous forme de vertige inversé. On est attiré par les abysses. Elles me fascinent. Et en même temps, elles me font assez peur. C'est pour ça que plus on les connaît, plus ce sentiment-là s'estompe. Pourquoi le vertige nous protégera ? Eh bien, parce que c'est une conscience du vide. Le vertige, c'est à la fois une fascination et à la fois une peur qui vient d'une connaissance du sujet. Et donc, c'est primordial de réaliser ce qui peut nous arriver. En fait, le vertige, c'est aussi l'idée que moi, quand j'ai le vertige, en une falaise, je me projette glisser et j'imagine mon corps tomber comme ça, en ayant le cœur qui se décroche un peu, quoi, comme on peut avoir dans des montagnes russes. Et je ressens ça. C'est-à-dire que c'est mon corps qui m'envoie les premiers signaux pour dire si ça arrivait, voilà ce qui se passerait. Et donc, ce que j'appelle mes vœux, c'est qu'on puisse avoir ce vertige-là pour se dire, pour qu'on puisse anticiper émotionnellement, jamais à la même hauteur, mais en tout cas avoir ce prémisse, cette vibration en fait en soi pour dire voilà ce qui arrive et voilà ce qui est en train d'arriver. Quand on a des pénuries d'eau, quand on n'a plus accès à des denrées alimentaires de qualité, quand il va faire des étés complètement caniculaires. En fait, c'est se dire si ce n'est que des rapports et des chiffres, et qu'on n'a aucun rapport émotionnel à ce qu'on avance, eh bien, on peut, le soir, passer à autre chose. On peut, voilà, voir ça comme une liste de choses à cocher. Et ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que les émotions ont une place importante. Notre approche sensible de ce sujet, en tout cas, moi, je l'ai. Comme j'ai le vertige qui me permet de faire attention et d'être très concentrée quand je fais un peu de montagne, parce que j'ai très peur, donc je fais doublement attention. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que de réaliser, de vivre émotionnellement ce qui peut nous arriver. Vivre la catastrophe émotionnellement est pour moi un des meilleurs moyens de l'éviter. Et par rapport à un autre type de peur, et je vais prendre par exemple la peur abominable qui doit saisir, étreindre les centaines de milliers de personnes qui vivent à Gaza en ce moment, où se produit une abominable guerre, et au passage un écocide tout aussi, pas tout aussi monstrueux, mais monstrueux. Il n'y a sans doute pas de point au monde, aujourd'hui, où on puisse avoir plus peur. Bien sûr. Et que fait la peur ? À quoi sert la peur, si j'ose dire, quand on est face à une puissance qui paraît démesurée, inflexible, on sait qu'on ne peut rien faire et que la bombe peut tomber n'importe où, n'importe quand et nous déchirer, ou déchirer nos proches, qui est peut-être encore pire. Ce qui est fascinant aussi, c'est de voir comment en fait, ça se passe sous nos yeux et on peut avoir accès à l'information en temps réel. Même s'il y a eu des tentatives de plonger Gaza dans le noir, même si, et d'ailleurs pas que des tentatives, il y a eu des moments où Gaza a été plongé dans le noir, où on voit le nombre de journalistes qui meurent, qui ne peuvent pas faire leur travail, qui sont assassinés, très proprement parlé. Donc on voit cette tentative de faire taire pour que la peur n'arrive pas jusqu'à nous, mais ce qu'on a pu voir, c'était à quel point c'était saisissant, même à des milliers de kilomètres. Et ce qui est d'autant plus saisissant, je trouve que c'est ce sentiment d'impuissance. Qui est pas tout à fait réel, parce qu'en fait, on pourrait aussi se dire très bien de quelle manière notre gouvernement, ou nous, on peut se retourner vers nos élus, puis vers notre gouvernement dans leurs responsabilités historiques, actuelles, de ce qu'ils financent, quelle armée finance, comment, etc. En fait, on peut avoir une forme de... L'impuissance n'est pas totale, je veux dire, face à cette horreur-là. Mais précisément, encore une fois, Gunther Anders parle très bien de ça, c'est-à-dire que c'est tellement immense que je pense qu'il y a un mécanisme de défense aussi. C'est tellement insupportable qu'il nous est facile, et c'est très lâche, mais il nous est facile de choisir la saturation et de dire c'est trop. Je coupe les médias. Et je le vois moi-même, je le fais par exemple avec... je l'ai fait sur certaines... des fois, les images sont trop insoutenables, donc je décide de zapper. Ou c'est le mécanisme qu'on peut avoir aussi dans les... Par exemple, quand on regarde des images d'abattoirs ou ce genre de choses, où en fait, on dit attention, trigger, parce qu'en fait, on se dit c'est trop pour moi, on ne peut pas regarder. Et c'est intéressant de se dire dans quelle mesure notre responsabilité est en fait pas seulement de regarder la morbidité, mais d'aller chercher, comment sortir une fois que la peur nous a saisi, l'horreur est totale, et absolument totale. Je sais pas si notre génération a déjà vécu quelque chose d'aussi terrible et le revivra, je le souhaite pas. Que ce qui se passe en ce moment à Gaza. Que ce qui se passe en ce moment à Gaza, évidemment. Et la vraie question, c'est, moi j'ai eu ce sentiment d'impuissance totale, et de me sentir coincée en fait on se sent tout petit à ce moment-là. Et donc la peur ne suffit pas. C'est ça que je veux dire, c'est que pour moi, la peur n'est pas du tout la seule chose qui permet l'action. Est-ce que ce qui est terrifiant, c'est pas en fait le silence des puissants ?
Parce que vous, comme moi, et comme les milliers de gens qui nous écoutent, enfin bref, tout le monde, je pense, écoute les nouvelles sur Gaza, comme sur le Yémen, comme sur l'Ukraine, comme aussi sur la catastrophe écologique qui se produit aux quatre coins du monde. Là, en ce moment, c'est des feux au Chili absolument dramatiques, etc. Est-ce que le silence des puissants n'est pas ce qui est le plus terrorisant ? Le fait que, malgré tous les discours sur les droits de l'homme, etc., on laisse un massacre abominable se produire. Le fait que, alors que les rapports s'empilent les uns après les autres et les signes de la catastrophe écologique s'empilent, tout continue comme avant, comme s'il fallait absolument faire la croissance de la production. Qu'est-ce qu'on fait face à ce silence ? En fait, ce silence, il est pas seulement lâche, il est très cynique. Et c'est en cela qu'il est très violent. Je trouve profondément violent. Parce qu'on parlait souvent d'inaction climatique, c'est en rien une inaction climatique. C'est une action délibérée de maintenir l'ordre établi. D'ailleurs, l'ordre établi est très radical dans sa capacité à se maintenir, et très offensive dans sa tentative de rester telle qu'elle est, pour favoriser un petit groupe de personnes au détriment du reste de l'humanité et des générations à venir, et des autres des autres êtres vivants, pardon. Donc c'est un peu la même chose, je dirais. C'est-à-dire que c'est un silence qu'on sait être un choix, et c'est un silence qui tue. C'est littéralement un silence qui tue. C'est pas juste un silence qui laisse advenir des choses. C'est un silence qui permet de continuer encore plus loin dans l'horreur. Comment ça se fait que des personnes jeunes, je pense à Gabriel Attal, qui est un homme de 34 ans, alors vous, je crois que vous avez 25 ans, donc pour vous, c'est un vieux. Je me moque, parce que moi, je parle d'un âge valétudinaire, mais un monsieur comme Gabriel Attal est jeune, et on le sent, mais dans ce silence dont vous venez de parler, dans ce cynisme, moi, c'est une question vraiment que je me pose, mais comment peut-on être jeune en ce moment et être à ce point aveugle à ce qui se passe, être à ce point assoiffé d'ambition, de pouvoir, de je ne sais pas quoi. Moi, je refuse beaucoup cette lecture générationnelle parce que je la trouve non seulement assez fausse d'un point de vue sociologique. En fait, quand on regarde l'histoire des mouvements écologiques, quand on va sur le terrain aussi, il n'y a pas du tout que des jeunes qui s'engagent. Alors vraiment. Et par ailleurs, il y a plein de jeunes qui sont aussi nés dans la surconsommation, nés dans une addiction que les réseaux sociaux ont aussi beaucoup entraîné, mais qui donc, en fait, voilà, on voit le taux de climato-scepticisme, le taux de fascisme aussi augmenter chez ce qu'on appelle les jeunes. Donc pour moi, c'est en rien un combat de génération, en rien. Déjà, c'est pas vrai. Et en plus, c'est une manière, je trouve, de diviser pour mieux régner, de créer un conflit pendant qu'on s'engueule entre générations. Voilà, on ne va pas regarder des vraies fractures sociales. Pour moi, Gabriel Attal, certes, il a peut-être 34 ans, mais évidemment que étant un enfant pur pur jus, je dirais, de la bourgeoisie, lui, évidemment qu'il n'a pas peur du dérèglement climatique, de la même manière que quelqu'un qui sera en première ligne. Il sait très bien que, même s'il fait partie de ceux, parce que c'est très prouvé, hein, même Oxfam sortait des rapports sur ça, sur une toute petite partie de la population qui est responsable d'une grande majorité des émissions de gaz à effet de serre, pour autant, ce sont ceux-là, ces mêmes responsables, qui sont les plus protégés des effets de quelque chose qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc en fait, lui représente, mais c'est évidemment pas le seul, mais ils savent très bien, ces gens-là qui sont au pouvoir, qu'ils vont pouvoir s'échapper encore de ça. Et donc, ils n'ont pas d'intérêt de tordre le cou de la poule aux œufs d'or. C'est la même chose avec l'industrie fossile. On ne peut pas attendre d'eux de sortir de ce qui, aujourd'hui, les rend les plus puissants et les plus riches, de ce qui n'ont jamais été de l'histoire de l'économie française. On ne peut pas attendre d'eux de dire nous allons faire autre chose qui aujourd'hui est moins rentable. C'est la seule ligne réelle qui gouverne leurs actions. Donc à partir de ce moment-là, tant que c'est encore rentable de continuer dans ce chemin de destruction du vivant, ils le feront. Donc je ne crois pas à leur salut par une forme de prise de conscience ou ce genre de choses. Ils savent qu'ils seront protégés et qu'ils seront les derniers protégés des effets du dérèglement climatique. Et d'ailleurs, quand ils imaginent que leur maison va être ensevelie, ils prévoient, les milliardaires qui représentent vraiment cette onde prométhéenne, décident de mettre en place des solutions pour soit s'enterrer sous terre, soit s'envoler dans les airs. Donc vous voyez, leur fuite est totale. Reporter, le quotidien de l'écologie. Camille Etienne, quelle est votre place et votre rôle dans le mouvement écologique ? C'est pas à moi de le définir. Moi, je fais ce que je peux. C'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Donc, j'essaie de mettre en avant de profiter, entre guillemets, de la parole qu'on me donne, de la lumière qu'on peut mettre sur ma parole pour
constamment essayer d'ouvrir cette fenêtre d'Overton, et c'est-à-dire de tenir des portes écartées pour que d'autres puissent s'y Expliquez ce que c'est que la fenêtre d'Overton. C'est la fenêtre de ce qui est acceptable en fait dans le débat public. L'extrême droite l'utilise beaucoup en fait en ayant des personnes qui vont dire des choses encore plus terrifiantes, encore plus en dehors de l'ordre républicain, encore plus en dehors de liberté publique, pour que ce qui est tout à fait horrible, mais un tout petit peu moins horrible sur une échelle de ce qui est terrifiant, devienne acceptable. Vous voyez ? Donc, ça a été utilisé beaucoup pour déplacer le réel, en fait. Et donc, je crois qu'il s'agit aussi de devoir faire ça. C'est-à-dire que j'essaie d'utiliser le fait que ma parole soit entendue pour tenir cette porte et pour que d'autres puissent s'y engouffrer, pour que l'écologie soit un sujet dont on parle beaucoup plus, qu'il devienne incontournable, qu'on ne puisse pas faire autrement que d'en parler, puis pas seulement d'en parler, de prendre des décisions en ce sens, d'être confronté à ça. Donc, j'essaye de faire ça. Après, ce que je fais, c'est aussi des sujets sur lesquels je m'engage de manière assez obsessionnelle. Parce que j'ai voulu refuser ce rôle un peu d'éditorialiste, en fait. Et je le fais toujours de seulement donner mon avis une fois que les choses sont passées. Je respecte tout à fait ce métier. Je pense qu'on en a besoin, de gens qui commentent l'actualité, qui l'analysent. Moi-même, je les lis. Donc, j'ai besoin de ce travail-là. Mais je voulais pas que ce soit le mien. C'est-à-dire que je voulais pas seulement... Pour moi, c'était important de créer aussi une actualité. C'est-à-dire d'être offensive dans ce qu'on allait imposer comme sujet. Et donc, pour ça, c'est beaucoup de travail en amont qu'on voit pas, qui est souvent très méprisé, mais c'est comme ça, de recherche, de fond, de passer beaucoup de temps avec des gens qui connaissent ce sujet, à lire, à connaître un écosystème avant de porter devant le débat public. Les sujets qui sont les miens, en fait, ou sur lesquels je me suis plus investie, c'est souvent plusieurs mois, de longs mois de travail en amont. Parce qu'à un moment, vous avez employé le mot bizarre d'éditorialiste, c'est-à-dire comme ces gens parce que vous allez souvent à la télévision ou à des radios, qui vont un peu de plateau en plateau et qui disent un petit peu leur point de vue sur le monde de manière plus ou moins pertinente parfois, et souvent même c'est quand même des gens pertinents. Je respecte tout à fait. C'est juste que c'est pas ce qui me rend heureuse. Et j'ai ce besoin d'aller au bout des choses. Et donc, il y a pas là, par exemple, on vit un moment d'une mobilisation agricole très grande et on sent un backlash sur l'écologie, ce qui fait que, plus que d'habitude, j'ai accepté des endroits assez désagréables. J'étais sur des plateaux BFM, par exemple, où je sais que je vais pas passer un très bon dimanche soir. Mais je me fais cette violence parce que je sais que c'est aussi important d'occuper l'espace, qu'il faut parfois faire le travail. Parce que sinon, s'ils ne m'aiment pas moi, parfois ils n'inviteront pas d'autres gens. Et donc, voilà, en fait, s'ils savent que ça ne va pas faire d'audience, on peut avoir ce moment où on va laisser uniquement nos adversaires occuper l'espace médiatique. Et ça, c'est très dangereux. Justement, dans un moment où il y avait une tentative très forte d'opposer l'écologie et l'agriculture et la paysannerie pour obtenir un certain nombre, et ce qui a été le cas d'ailleurs, de recul sur des mesures très concrètes environnementales. Donc, il y a quelques moments comme ça où je vais faire ce travail de commentaire. Et je le respecte tout à fait. Et je suis d'ailleurs heureuse que d'autres prennent le relais. Personne n'est irremplaçable. On se passe tous un relais. On est présent sur des sujets qu'on connaît mieux quand on est en forme, et puis on passe à d'autres quand on peut pas le faire. Mais je sais que moi, j'ai besoin de dégager du temps pour des sujets de fond, pour obtenir des victoires où on arrive à temps, on arrive avant que ce soit un sujet médiatique, où on en fait devenir un sujet médiatique. On a pu faire sur ICOP, sur la pipeline en Ouganda. ICOP, c'est le projet, enfin les lecteurs et les lectrices de Reporters connaissent bien, mais c'est le projet de grand oléoduc à travers l'Ouganda, entre l'Ouganda et la Tanzanie. Mené par Total Energy. Voilà. Et là, maintenant que c'est un sujet qui roule, il y a beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de mobilisation très forte et très puissante et assez fascinante à ce sujet-là. Je suis beaucoup moins présente dessus. Mais au tout début, on avait 5 activistes ougandaises qui étaient venus me voir avec mon amie Louise-Anne Bauer d'Allemagne. C'était venu à Grenoble et m'avait parlé de ce sujet-là. J'en avais jamais entendu parler. C'était il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Et un peu moins, enfin. Et en fait, il y a eu ce moment où je me suis dit, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça devienne un sujet ? Que ce soit incontournable, et que quand Emmanuel Macron est sur un plateau, ça devienne une des questions qu'on décide de lui poser. Ce qui est quand même fou parce qu'il y a tellement de sujets. Ou que on puisse avoir plein de banques qui décident de désinvestir, des assurances qui décident de se retirer, et que donc on attaque sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire que si elle ne peut pas être ni assurée ni financée, elle ne peut pas se faire tout simplement. Donc voilà, il y a des sujets comme ça où une fois que ça roule entre guillemets, je passe aussi le relais. Là en ce moment, j'étais très active sur les fonds marins. C'est un peu la même chose. Des gens travaillaient dessus depuis des années. Ça fait 30 ans que les négociations sont en cours, mais c'était pas un sujet incontournable pour le pouvoir. Et donc, le rapport de force n'était pas encore très instauré. Donc, je pense que c'était là qu'a été mon rôle. Ça a été avec plein d'autres. C'est jamais solitaire, mais ça a été d'essayer d'appuyer ce rapport de force. Et donc, il y a un jeu avec les médias qui est compliqué.
Vous allez sur BFM, sur chez Pascal Praud. Ah non, je suis jamais allée chez Pascal Praud. Il parle de moi quand je suis pas là. Oui, pardon. Oui. D'ailleurs, vous l'avez parler de moi quand je suis pas là. Vous l'avez allumé de belle manière sur le glyphosate. Simplement, pour la petite histoire, il raconte que le glyphosate n'a aucun effet sur la santé. Vous l'avez répondu sur un compte Instagram qui était extrêmement vu, en produisant plusieurs études scientifiques qui montrent que si, hélas, le glyphosate a des effets sur la santé, y compris sur la santé des agriculteurs. Oublions cet employé du milliardaire Bolloré, mais vous allez sur BFM, vous allez sur... Voilà, c'est ce soir à plein de radios, même en interview avec Reporter, ce qui est quand même le top of the top. Mais qu'est-ce que ça signifie du système médiatique d'être finalement, de devenir, à votre corps défendant, sans doute, ou pas, peu importe, une personne qui à un moment donné incarne ou porte la parole du mouvement écologiste? Je me sens pas incarner quoi que ce soit d'autre que mes idées déjà. Et je pense qu'on gagnerait à comprendre qu'on ne parle pas à la place d'autres, mais qu'au contraire, on occupe un espace qui sinon est vide et qu'il y a beaucoup de place, et qu'il s'agit de tenir ouverte cette fenêtre pour que d'autres s'y engouffrent. Et que j'essaye, en tout cas je m'efforce, avec tout ce que ça implique d'être de la chair à canon aussi, c'est jamais agréable. Chair à canon. D'être de la chair à canon, quand on est sur le devant de la scène, on est sur le devant de la scène, donc on se prend les coups aussi. On se prend les menaces, on se prend les insultes, on se prend le harcèlement, on se prend... Donc je suis pas en train de dire c'est terrible, parce que chaque rôle est très important, l'un n'est pas plus que l'autre, et d'ailleurs j'en fais plusieurs. J'ai des longues journées, et j'ai la chance que ça me passionne, et que ça m'anime, et que donc j'ai une présence médiatique, mais ma vie ne se résume malheureusement, ou heureusement surtout, pas qu'à ça. Donc il y a aussi tout un autre travail de fond. Je trouve que tout ça est très complémentaire, c'est-à-dire que là, par exemple, je retourne après la 69, on va retourner à Bordeaux pour se battre contre Vermillon sur des puits de pétrole. Eh bien, j'essaie de lancer l'alerte sur ce sujet et ensuite de créer une mobilisation, de rejoindre une mobilisation de terrain avec un groupe qui s'est monté, qui fait un travail extraordinaire, qui s'appelle Stop Pétrole au bassin d'Arcachon, d'essayer d'aller mettre la lumière aussi, de faire venir des journalistes sur ce sujet-là, d'interpeller un certain nombre d'élus, d'utiliser en fait ce pouvoir qui me suit et qui est un peu étrange, mais qui est aussi toujours très éphémère et qui est très remplaçable, qui est très volatile, mais de dire cette lumière-là, voilà, c'est un fait. Vers quoi je la dirige? La seule chose qui dépend de moi, c'est vers quoi je la dirige. Et donc j'essaie de la place qu'on me donne, j'essaie de le diriger vers ce qui me semble important et de la rediriger vers d'autres. Mais je me sens en rien incarner quelque chose de plus grand que moi. Personne ne m'a élu, a priori, à part si je suis pas au courant et qu'on a oublié de me le dire. Après, c'est pas soi qui choisit. Je veux dire par là, c'est une question qu'on se pose à un Reporter, et je pense pas seulement nous, c'est comment vit un mouvement collectif? Comment vit un mouvement collectif à un moment aussi grave et pour une question aussi historiquement importante que la catastrophe écologique? Et il y a pu y avoir dans le passé, par exemple, des gens comme Pierre Rabhi, comme José Bové, comme Nicolas Hulot, qui ont pu, devant le système médiatique, par leur qualité propre d'ailleurs, la pédagogie, enfin une certaine façon de parler, une éloquence, un sérieux, une conviction aussi, être à un moment l'image auprès de ce système qu'on appelle le système médiatique, mais qui est choisi aussi à bon escient, pas de manière totalement arbitraire. Et donc, est-ce que, depuis plusieurs années, par exemple, le mouvement écolo s'est plutôt dit, on va être sans figure. Ça va être les soulèvements de la Terre, ça va être Extinction Rébellion, ça va être Dernière Rénovation, ça va être le mouvement climat, et puis une sorte de... Sauf que il faut porter à un moment une image. Il faut l'incarner, même si c'est pas la personne qui l'incarne qui va décider elle-même quelle est ça. Je comprends pas trop cette question, j'avoue. Déjà, j'espère juste avoir un peu plus de morale que Nicolas Hulot. Oui, j'espère. J'ai une éthique personnelle qui est bien plus grande. Mais surtout, non, je comprends, j'avoue, pas bien la question parce que pour moi, ça ne remplace en rien. Au contraire, ça ne remplace en rien. Je vais parler des soulèvements de la Terre, je vais à des actions des soulèvements de la Terre, je vais à des actions d'Extinction Rébellion. Je fais tout ce travail de terrain aussi. Et donc, si ça peut permettre mon travail de faire connaître ces actions-là, de ramener du monde dans ces actions-là, j'en suis la première heureuse. Il y a un autre aspect, c'est que vous avez une capacité aussi peut-être à unir les deux mondes. Comme cette émission que vous avez fait, ce programme avec C'est ce soir, je crois, où il s'agissait que des personnes écologistes rencontrent des gens d'un univers totalement différent. Donc vous avez rencontré une pilote de course, et voilà. Là aussi, il y a quelque chose. De toute façon, il faut que la question écologique, elle soit appropriée, elle soit comprise, elle rentre dans la vie de tout le monde, et pas seulement heureusement qu'ils deviennent et qu'elles deviennent très nombreuses, celles qui ont compris ce qui se passait. Donc il y a ce travail aussi à faire.
Bien sûr, en tout cas, pour moi, il est important. C'est-à-dire de désarmer les puissants, mais de ne pas mépriser leurs victimes, ceux qui le maintiennent à terre. Et donc, j'ai toujours essayé d'avoir cette éthique et cet effort aussi parce que j'ai un cercle de socialisation de gens qui sont pas du tout toujours d'accord avec moi. J'ai beaucoup d'amis qui sont aussi militants par ailleurs, évidemment, mais pas du tout seulement. J'ai cette envie, moi, de pouvoir parler d'autres choses, d'avoir des amis qui sont dans d'autres cercles, qui sont engagés sur totalement d'autres sujets. C'est peut-être une soupape aussi, c'est un cocon. Mais ça me permet d'avoir aussi de la confrontation sur plein de sujets. Dans ma famille, d'ailleurs, ma famille très proche sont très écolos, d'autres vont être moins d'accord avec moi sur des sujets. Et en fait, c'est une éthique importante. Et donc, le débat m'intéresse, vraiment. C'est pour ça que je veux toujours aller parler à ceux avec qui je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est fondamental de le faire. La question, c'est les cadres du débat. Et là, c'est ça qui est très difficile. Dans l'espace médiatique, évidemment que ça, c'est très difficile parce qu'il y a tout un tas de choses. Il y a la loi de Brandolini qui fait que ça met 2 minutes, enfin, ça met une seconde à dire une folie. C'est quoi la loi de Brandolini? C'est qu'en fait, on va mettre très très peu de temps à dire quelque chose de faux. Par exemple, le glyphosate n'a aucun effet sur la santé, tout le monde est d'accord. Et puis moi, ça va me prendre 7 minutes derrière d'essayer de démontrer que ce n'est pas vrai. Donc, le cadre médiatique qui est fait comme un peu un combat de coq très souvent, il y a des pour, des contre, et les opinions se valent, etc. Avec des journalistes souvent peu formés, même sur cette question de plus en plus, ça change, mais pas assez formés, à mon sens, sur ces questions écologiques. Eh bien, ça crée un débat où c'est pas toujours évident. Les conditions du débat ne sont pas toujours réunies pour que des opinions contradictoires, on en sorte grandi, pour que le conflit important en sorte grandi. Déjà, pour une raison simple, c'est parce que c'est organisé de telle manière à ce que on ne se base même pas sur des vérités établies. C'est-à-dire qu'on en est encore à débattre sur du oui ou non. Est-ce que les sols sont en train par exemple, pour reprendre cet exemple fil rouge des produits phytosanitaires, sont en train d'être détruits par ces produits-là. Et ça, c'est-à-dire que c'est un consensus scientifique assez clair. Et on en est encore à débattre sur oui ou non on peut se baser sur ce consensus scientifique. Alors qu'il y a un débat à avoir, évidemment. C'est comment on en sort, comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs qui sont en première ligne, etc., à quelle vitesse. Il y a un débat démocratique à avoir sur comment est-ce qu'on change notre manière d'être au monde, comment est-ce qu'on applique les mesures environnementales. Mais sur le besoin ou pas de les appliquer, le besoin ou pas de préserver les conditions de vie sur Terre, c'est un débat qui me semble lunaire, mais je trouve qu'on est encore bloqué là. Donc c'est ça qui est pas évident. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très important de faire cet effort d'aller parler à d'autres, de sortir de mes cercles aussi, et de faire cet effort humain, en fait, juste mais c'est un effort d'humilité aussi, parce que je suis pas seulement en train d'aller prêcher la bonne parole. J'apprends de nos erreurs, nous, dans le mouvement écologiste. J'apprends de les manières, de nos angles morts, de ce qu'on a moins traité, qu'on a traité de manière maladroite, parce que évidemment, parce que tout ça est mouvant. Mais de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer, quel argument on peut plutôt mettre en avant, comment est-ce que je peux comprendre une réalité qui n'est pas la mienne et qui fait que je vais être moins caricaturale sur un sujet. Ça, c'est fondamental pour moi. On peut pas décider à la place des autres de comment est-ce qu'ils vont habiter le monde, on doit le faire avec eux. Quels sont les angles morts du mouvement écologiste en ce moment ? Je me garde vraiment cette éthique depuis le début de ne jamais donner de leçons sur la manière dont on va faire les choses. Je pense que les débats sur les modes de militantisme sont passionnants, doivent se faire au sein des mouvements et doivent être discutés, mais je crois d'abord qu'on essaye. En réalité, c'était Christine Langot d'ailleurs qui disait on se débrouille. Elle parlait d'un tout à fait autre sujet, mais je trouvais ça très beau en fait, cette idée de te dire en réalité on se débrouille. Et je crois que c'est d'abord ça. C'est tellement vertigineux ce à quoi on fait face que à la fois on va mobiliser. Le but c'est aussi de s'appuyer sur la transmission de nos aînés, d'autres mouvements sociaux, de ce qui s'est fait ailleurs à travers le monde, et donc de se dire bon bah voilà, on va pas réinventer l'eau tiède constamment. Donc il y a des choses à apprendre et des erreurs à pas refaire, mais tout de même en fait, je crois que il y a des actions auxquelles je décide de participer, d'autres non. Et puis parfois je me rends compte que ce qui m'avait semblé être un peu à côté de la plaque était en fait très important et très intéressant et a eu des effets bien plus grands que ce que j'imaginais. Donc mon jugement n'est pas toujours légion. Mais j'essaie de vraiment garder cette humilité de dire la manière dont chacun va faire son activisme, dans chaque mouvement, répond à cette urgence-là, et en fait assez complémentaire à partir du moment où on est sérieux sur l'objectif final. On peut avoir des débats, ils sont sains, mais je crois qu'on se trompe d'ennemi quand on prend pour cible son voisin. D'ailleurs, c'est ça quand on voit dans les questions de dire oui, mais vous êtes une figure. En fait, c'est des critiques qui peuvent venir de certains. Il y a sûrement une jalousie aussi un peu derrière. Et je préfère être loin de ça. Et garder une forme d'auteur en ne me trompant pas d'adversaire. Mon adversaire, il est très clair.
je garde mon temps et mon énergie pour qu'ils soient dirigés vers ça. Ce qui représente aujourd'hui le pouvoir de destruction de nos corps et du corps social et des autres espèces. Reporter. Le quotidien d'écologie. Camille Etienne, quelles sont les perspectives d'avenir de la lutte écologiste ? J'ai pas de boule de cristal, malheureusement. J'ai des souhaits. J'ai beaucoup de souhaits. Non, en tout cas, quand on parlait des angles morts, il y a un angle que j'aimerais beaucoup qu'il soit plus traité, j'avoue, c'est celui de l'océan. Vraiment, j'ai découvert que c'était un endroit qu'on pouvait voir comme dépolitisé. Il y a quelques associations, je travaille beaucoup avec Bloom, qui fait un travail très sérieux et assez impressionnant. On a plein d'autres aussi, mais c'était un peu à côté. Je trouve qu'il y a assez peu ou en tout cas pas assez à mon goût, de lien entre les mouvements climat et le mouvement océan, qui peut être porté plutôt même, on le voit souvent comme étant un peu un rapport romantique à cette nature-là, ou se battre uniquement pour le plastique, ou on va faire des ramassages, c'est très dépolitisé souvent. Et je crois qu'il y a un angle mort parce que ça se passe pas sous nos yeux, et donc on a une forme de distance face à ce qui s'y passe. C'est une zone de non-droit total. Et l'industrie et le capitalisme et l'extractivisme l'ont bien compris. Donc agissent avec une impunité encore plus grande et donc se permettre d'avoir déclaré, il y a Daniel Pauly qui disait, qui est un océanographe, qui disait on a déclaré la guerre aux poissons. Et en fait ça c'est vraiment ce qui est en train de se passer, on est en train de perdre, c'est 70% de la surface du globe, c'est pas un petit sujet quoi. Surtout en France où on est la deuxième puissance maritime, la première qui a signé la Convention de la mer, donc on a un poids diplomatique, je m'en suis rendu compte en étant vocale sur ces sujets et en participant. Je le fais pas sur d'autres sujets, je peux jamais aller au COP et je pense que ma présence serait largement anecdotique. Mais sur certains sujets, sur les fonds marins, j'ai participé à ces négociations-là. Je vois le pouvoir qu'on a. En France, il est énorme. Mais énorme, je pense qu'on est une des premières puissances mondiales sur ce sujet, réellement. Et donc, quand la France décide d'aller dans une direction, il y a un effet domino qui se passe, qui se crée, qui est très puissant. Donc, je crois que c'est important qu'on puisse être capable de mettre la pression, d'instaurer un rapport de force face à l'industrie de la pêche, parce que c'est ça concrètement qui détruit l'océan. C'est vraiment l'industrie de la pêche. L'industrie fossile s'y attaque aussi, l'industrie des minerais s'y attaque aussi. Ils se sont bien rendus compte que ça peut être une ressource et qu'on a une forme de dépassion. C'est Tabarly qui disait l'océan, c'est ce qu'on a derrière le dos quand on va à la plage. Et donc ce rapport assez dépolitisé qu'on peut avoir avec ce milieu profite en fait à sa destruction parce que ça se passe à des kilomètres sous la surface. J'hésite parce que on a eu un entretien sur des thèmes très généraux et là vous venez sur quelque chose qui est à la fois immense et très précis. Et en fait j'essaye de retisser dans ma tête, d'où mon silence, le lien entre les concepts un petit peu abstraits qu'on a évoqués et une bagarre absolument essentielle et vitale et dont vous venez très bien de parler. En fait, ça me fait aussi penser que du coup, vous avez une démarche qui est politique, mais vous choisissez effectivement vos thèmes. Vous ne prétendez pas être omnisciente. Parce que comme je disais, je ne représente pas plus que ce qui me bouleverse. C'est déjà dur de devoir être responsable de ce qui nous bouleverse et d'essayer d'en faire quelque chose. Donc j'ai des sujets qui me passionnent et puis quand je parle pas d'un sujet, d'autres le font et le feront à ma place. Personne n'est irremplaçable. Mais je crois que j'ai appris de cette idée de refuser de juste donner mon avis sur tout. Si je veux pouvoir porter des sujets réellement, il faut y passer un certain nombre de temps. Et il y a tout ce qu'on voit qui est la parole, qui est un acte très puissant. La parole, c'est un acte, c'est pas seulement une retranscription. Elle est performative, parfois elle crée des choses dans le réel. Mais il y a aussi tout le travail de fond, pas que de recherche, mais d'action concrète, de lobbying politique, qui est une partie, en ce moment, la plus grande de mon travail. Et donc ça, en fait, il y a un temps incompressible. Je peux pas le faire sur tous les sujets. Donc, je choisis des sujets sur lesquels dès que j'ai des rencontres, de dire voilà ma priorité. C'est celle-ci et c'est ce dont on va vous parler et on ne lâchera rien tant qu'on n'obtiendra pas des résultats sur ces sujets-là. C'est ce qu'on a dû faire sur les fonds marins et ce qu'on fera sur d'autres sujets. Là, on parle du mouvement écologiste, du lobbying, des différents modes d'action. Est-ce que la politique, dans son sens commun, à savoir la représentation politique, a un sens ? Qu'est-ce que ça représente dans votre façon de vous représenter, votre action ? Ou l'action des écologistes, d'ailleurs ? Je pense que c'est fondamental, là, aujourd'hui, d'avoir des alliés au sein de ceux qui représentent, qui choisissent cette voie. Après, il y a très concrètement... Là, aujourd'hui, c'est-à-dire que, admettons que j'acceptais des propositions qui me sont faites de rentrer dans une logique politique partisane, en fait, je serais un élu, oui, bien sûr, de contestation, enfin, d'opposition. Le pouvoir, quand on est élu d'opposition, est extrêmement limité.
extrêmement limité. On peut faire très peu de choses en réalité. Accepter d'aller dans le gouvernement Macron, de changer de l'intérieur. Ou alors, je suis vraiment pas sûre qu'il me propose. Alors là, ce serait vraiment extrêmement drôle. Et je crois vraiment, faut pas que je croie, je suis assez certaine du fait que je refuserais avec grand plaisir. Ce serait mon plus beau nom, un nom à la Antigone, là, ce serait un nom qui sauve. Non, en fait, il y a surtout cette idée de savoir où est-ce qu'on est utile. Et je crois qu'aujourd'hui, je me sens sincèrement, viscéralement plus utile à l'extérieur. Ça veut pas dire que j'utilise pas le jeu politique. Toute la partie que je vais faire de négociation, etc., est très politique, fait partie du champ politique. Mais j'ai ce luxe immense d'avoir la liberté totale de parole. Je ne dois de compte à peu près à personne, autre que mon éthique, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est tout. Je suis pas payée pour ce que je fais. C'est les pratiques artistiques autour qui payent mon loyer, mon prêt étudiant. Donc, en fait, j'ai une liberté qui est quand même beaucoup plus grande, qui fait que la professionnalisation de la vie politique, elle peut amoindrir. Je suis pas en train de dire que les élus ne sont pas libres parce que c'est devenu un métier, mais c'est évident que ça amoindrit aussi un peu, je trouve, de courage. En tout cas, ça l'abîme. Et ensuite, c'est un peu une opinion pas très populaire, mais je suis pas spécialement fan de l'idée de faire de la politique très jeune. J'ose espérer que l'expérience apporte quelques plombs dans la cervelle, comme dirait mon grand-père, et aussi, surtout, que ça permet, en fait, de vivre le monde avant de le décider. Et que quand on a c'est peut-être parce que je mets dans la représentation politique aussi beaucoup pour moi, c'est un grand métier. En fait, c'est une grande responsabilité. On prend des décisions qui vont impacter la vie, littéralement, de milliers de gens. C'est pas petit. C'est pas petit ce qu'on porte. Donc je me sens pas du tout les épaules de faire ça. Je ne connais pas du tout assez de sujets. Je serais bien incapable de gérer quoi que ce soit qui touche aujourd'hui en dehors de ce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à connaître. Donc je suis assez peu fan de cette idée de faire de la politique jeune. Aujourd'hui, je sais que si j'y allais, entre guillemets, ce serait pour les mauvaises raisons. Donc je ne le fais pas. Ça ne servirait pas à mon propos, ça ne servirait pas à mon combat. Ça le desservirait. Le jour où cette bascule s'inverse, où je me dis, mais en fait, je n'y vais pas pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que c'est lâche, c'est parce que je suis un peu désillusionnée de ce monde politique, parce que ça expose à encore plus de critiques, parce que ça me ferait devoir m'occuper de plein d'affaires qui me passionnent beaucoup moins, que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des passions, des obsessions, d'aller au bout des choses. C'est un peu incompatible avec le mandat d'un élu, où on doit gérer des urgences constantes, gérer les affaires de la cité, quoi, vraiment. Si je me dis que c'est lâche de pas le faire, là, peut-être je changerai d'avis. Ça me semble assez peu probable parce que je suis consciente que en démocratie, en tout cas pour moi, avoir des contre-pouvoirs, c'est fondamental pour la bonne santé de cette démocratie. Même si c'est les personnes dont je partage les idées qui arrivent au pouvoir, j'espère et je souhaite vraiment qu'ils n'aspirent pas tous les gens des mouvements sociaux. En fait, c'est vraiment important qu'on puisse avoir ces garde-fous. Pour qui que ce soit, quoi qu'il arrive, c'est important vraiment d'avoir ces garde-fous qui sont le garant d'une vitalité en fait démocratique, où le conflit fait advenir des idées neuves ou fait advenir des brèches. Donc c'est vraiment important pour moi de rester à cet endroit. Je le trouve très puissant et je souhaite qu'il soit maintenu. On peut pas être dans le pouvoir pour permettre les contre-pouvoirs? Être dans le pouvoir pour permettre les contre-pouvoirs, ça me semble impossible. C'est demander aux loups de garder la bergerie. Je veux dire par là, on est dans une époque terrible politiquement, où l'extrême droite est là, avec l'aval du gouvernement de droite français à l'heure actuelle, l'appui de facto culturel de ce que les journalistes politiques appellent la droite, comme si seuls les républicains étaient de droite. Et ces gens-là passent leur temps à écraser, mépriser, atténuer, affaiblir les contre-pouvoirs. On l'a vu avec l'association Anticorps, par exemple, qui a perdu son agrément. On a une association justement qui est censée, qui travaille sur beaucoup d'affaires de corruption et qui retire leur pouvoir. On voit bien sûr. Je veux pas que vous alliez au pouvoir ou pas, c'est une question qu'on discute, mais est-ce que quand même être dans la machine de pouvoir ne permettrait pas de garantir les contre-pouvoirs? Oui. Tout à fait. Non, vous avez complètement raison sur ça. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir des alliés. En fait, il y a toujours deux niveaux de débat. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr qu'à long terme, et là, il y a un débat peut-être ce soir d'ailleurs sur la 6e République auquel je vais participer, que je vais assister. Donc, évidemment que la manière dont sont organisés les partis, dont sont organisées la logique de représentation politique est incompatible avec, je crois, en tout cas, une vraie bascule radicale qui est nécessaire à ce que les conditions de vie sur Terre soient préservées. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Après, il y a la question de conjoncturelle. Donc, cette question structurelle, il faut être capable de se la poser. On peut pas
juste fuir dans les urgences, fuir dans la dictature de l'urgence et dans tout ce qui va très très vite, et donc de fuir ces basculements profonds de long terme. Mais dans le même temps, et c'est là où je ne crois pas que ce soit irréconciliable, mais c'est en tout cas très difficile, c'est une ligne très difficile, c'est que dans le même temps, eh bien, on peut avoir un rapport cynique à cette organisation politique, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que par exemple, on peut avoir un rapport cynique au vote, où on sait que si dans notre municipalité, en fait, que ce soit quelqu'un de droite ou quelqu'un d'un peu moins de droite qui va gérer notre municipalité, par exemple, eh ben ça peut être très concrètement des places en crèche en plus ou en moins qui vont ouvrir, des classes d'école qui vont pas fermer, des subventions données à des agriculteurs bio qui vont ou pas être coupées. Donc en fait, je trouve ça assez égoïste de s'en défaire. Je pense que si pour nous on a l'impression que ça change pas grand-chose, c'est toujours le plus précaire qui trinque, et donc on peut se permettre d'avoir un rapport cynique à cette organisation politique-là en se disant, par exemple là il y a les élections européennes qui arrivent, évidemment que je vais aller voter, et évidemment que je préfère que ce soit des gens avec qui je suis, même si c'est des gens avec qui je suis pas d'accord, c'est avec des gens avec qui je suis plus d'accord. Pourquoi c'est cynique ? C'est-à-dire que c'est pas un mariage d'amour, c'est-à-dire que je vais pas voter pour quelqu'un qui, par exemple, me représenterait totalement, mais c'est quelqu'un qui est le moins éloigné de moi, je prends le bus, je me rapproche de mon arrêt. Heureusement qu'on fait pas des mariages d'amour avec nos élus, parce que on risquerait d'être déçus. Un rapport pragmatique, je dirais, si je peux me permettre. Oui, pragmatique, réaliste, c'est vrai. Ouais. Oui, on pourrait dire ce mot. Précisément à un moment où le cynisme, je me permets d'insister, au moment où avec Monsieur Macron et la bande de gredins qui l'entourent et qui le choisit, pratique un cynisme sans borne. Absolument. Voilà, pardonnez-moi. Savez-vous où vous allez ? À court terme, oui. Je me projette assez peu. Je suis quelqu'un qui n'a ni passé, ni une grande nostalgique, ni quelqu'un qui est beaucoup dans l'angoisse de demain. Donc je sais ce que je fais là actuellement, je sais les sujets que je veux porter dans les prochains mois, sur lesquels je travaille déjà. Mais par essence, tous ces mouvements, c'est pas ce qu'on crée, on sait pas ce que va créer le mouvement, les mouvements sociaux qui arrivent. Je le trouve assez puissant quand même. Je trouve que, par exemple, ce qui s'est passé avec les soulèvements de terre, c'est un grand moment. Et j'ai hâte de voir quelles seront les prochaines actions. J'espère que on va réussir encore à infléchir ce rapport de force. Vous en serez de la prochaine ? Bien sûr, bah oui, j'espère. J'espère, si je suis là, j'en serai. Donc voilà, je sais où je vais à court terme, je sais les sujets que j'ai envie de porter. Mais vous, en 2050, vous savez pas ? Oula, non, déjà, peut-être je serai plus là. Ou 2040, c'est vrai que c'est très loin, 2050. Non, j'ai aucune forme d'idée. Non. Ben parce que même si on m'avait dit déjà, il y a 1 an, que j'allais, par exemple, utiliser des formes artistiques, bon, j'aurais pas cru une seconde. Si on m'avait dit que j'allais avoir une passion soudaine pour l'océan, j'aurais pas cru une seconde non plus en tant que bonne montagnarde. Donc vous voyez, en fait, tout est le fruit de ce qui se passe. En fait, on essaie de saisir cette chose qui se passe, cette chose qu'il y a dans l'air, cette électricité dans l'air, et d'en faire quelque chose, de la capter et de la rediriger pour faire tomber Goliath. C'est un peu là où je me situe. Vous avez créé avec quelques amis une structure, je ne sais pas comment appeler ça, avant l'orage. C'est quoi l'orage qui vient ? Vous pouvez le décrire ? Avant l'orage, c'est en réalité, sans réellement définir qu'est-ce que l'orage, parce qu'on ne peut pas tout à fait le prévoir, mais c'est plutôt de saisir ce moment d'électricité dans l'air, en fait. Ce moment où l'indignation prend le pas sur la résignation. Où on sent que la bascule est proche. Et c'est pas dans l'idée d'un grand soir. C'est-à-dire que c'est pas le dernier saut avant le vide. Mais c'est plus sentir que l'ordre établi est fébrile. Et que donc, on peut se saisir de ça, de cette indignation rampante, pour la rediriger. Là, ce qu'on a vu, les alliances, alors qu'elle a été difficile de porter, mais entre des agriculteurs, des paysans, des paysannes et des écologistes, je trouve que c'est très intéressant. Ça montre des directions aussi. D'ailleurs, le soulèvement de terre était basé sur ça, sur le livre sur l'idée de reprise de terre, de l'atelier paysan, tout ça. Donc il y a quand même, je pense que ça a permis de mettre la lumière sur ces sujets-là qui sont moins portés médiatiquement et qu'on balaye souvent d'un revers de main. Ça a permis de le mettre sur le devant de la scène. Comment étonner la catastrophe ? Ah, ça. Alors là, si j'avais une réponse. Étonner la catastrophe. Elle est c'est un joli texte jolie, de Victor Hugo que vous avez cité dans des très jolis, un beau texte, Les vœux intranquilles sur Mediapart. Et vous citez cette belle citation de Victor Hugo, qui est d'ailleurs dans la bouche de Gavroche, dans Les Misérables. Donc, comment étonner la catastrophe ? C'est l'idée de faire advenir ce qui est imprévisible. C'est peut-être pour moi, c'est notre seule espérance. C'est notre seule espérance, c'est de faire advenir ce que
l'on croit imprévisible. Et il y a des moments où ça advient. C'est pas un espoir naïf, attentiste de quelque chose qui nous tomberait dessus, mais c'est se dire comment est-ce qu'on ouvre des brèches. Et je crois qu'on a été capable de le faire. Je trouve que le mouvement climat, les mouvements sociaux ont vraiment eu cette capacité à faire advenir des choses complètement imprévisibles, tellement belles, tellement puissantes. Donc c'est comme ça qu'on étonne la catastrophe. C'est quand on la regarde en lui disant vous n'êtes pas immuable, chère catastrophe. Vous n'êtes pas un paquebot dont on ne pourrait changer la direction. Vous n'êtes pas si puissante que ça. Parce que je pense sincèrement que c'est au contraire un appareil du pouvoir que de nous faire croire que nous n'avons d'autre choix que de rester à genoux. C'est pour ça mon livre, l'idée du soulèvement est un clin d'œil plutôt à la Boétie, qui était de dire ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors je ne suis pas en train de mépriser le coût qu'il y a à se mettre debout, qui est immense, mais il n'est en rien impossible. Camille Etienne, merci. Merci à vous. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/dons. Reporter. Le quotidien de l'écologie.